Parfois, pour débusquer un ennemi invisible, la meilleure des stratégies, c'est de chercher les traces de la bataille qu'il a lissée. Et dans notre corps, c'est une véritable règle d'or. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces techniques qui permettent à la science de rendre visibles les guerres silencieuses menées par notre système immunitaire. Voilà la grande question. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a été infecté par un virus ou un parasite, surtout si l'intrus est bien caché, ou même s'il a déjà disparu? La réponse, en fait, on ne la trouve pas en cherchant le coupable directement, mais plutôt en interrogeant le seul témoin vraiment fiable de l'affrontement, notre propre corps. Alors, pour bien comprendre comment ça marche, il faut qu'on revienne aux bases, au cœur même de notre système immunitaire. En fait, tout le diagnostic moderne repose sur un principe qui est à la fois simple et incroyablement puissant: la spécificité entre antigènes et anticorps. Imaginez un système de clés et de serrures, mais avec une précision absolue. Bon, qui sont les acteurs en jeu? D'un côté, on a les antigènes. Ça, ce sont les envahisseurs, les molécules étrangères, des bouts de virus ou de bactéries par exemple. Et de l'autre côté, les anticorps. Eux, ce sont nos défenseurs, des protéines fabriquées sur mesure par notre corps et chacune est conçue pour reconnaître et s'accrocher à un seul et unique type d'antigène. Et c'est précisément là que tout se joue. Cet emboîtement parfait, cette liaison ultra spécifique entre un antigène et son anticorps, c'est vraiment la clé de voûte de toutes les techniques qu'on va voir ensemble. C'est grâce à ça qu'on peut détecter une infection avec une précision redoutable. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la première grande technique, la méthode ELISA. C'est une approche vraiment ingénieuse qui va transformer cette interaction invisible entre l'antigène et l'anticorps en un signal bien visible et mesurable. Et ce signal, c'est un simple changement de couleur. Alors, ELISA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme pour Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Le mot-clé à retenir ici, c'est Enzyme Linked, c'est-à-dire lié à une enzyme. C'est justement cette enzyme qui va jouer le rôle de révélateur, un peu comme pour une photo, et qui va déclencher la réaction colorée qu'on pourra ensuite mesurer. Il faut savoir que la version la plus courante, celle qu'on utilise quasiment partout dans les laboratoires, c'est l'ELISA indirecte. Son objectif principal, c'est de répondre à une question toute simple. Est-ce que le corps de cette personne a, oui ou non, produit des anticorps contre tel ou tel microbe? C'est vraiment le pilier du diagnostic immunologique. Ok, regardons comment ça se passe étape par étape. C'est une construction assez élégante. En fait, d'abord sur une petite plaque de test, on fixe l'antigène de la maladie qu'on recherche. Ensuite, on verse l'échantillon du patient. Si la personne a les bons anticorps, hop, ils viennent s'y accrocher. Troisième étape, on ajoute ce qu'on appelle un anticorps secondaire, une sorte de balise à laquelle est attachée une enzyme qui vient lui-même se fixer sur les anticorps du patient. Après ça, on ajoute un produit chimique, le substrat. Et là, l'enzyme s'active, transforme ce substrat et ça crée une couleur. La dernière étape est simple, on mesure l'intensité de cette couleur. Plus elle est foncée, plus il y avait d'anticorps au départ. C'est un principe tout bête, mais diablement efficace. Mais attention, il ne faut pas croire que l'ELISA est une technique unique. Non, c'est plutôt une grande famille de méthodes. Le principe de base, lui, a été décliné en plusieurs variations, et chacune est conçue pour répondre à une question diagnostique bien précise. Alors, on peut résumer ça en 4 grands formats. Il y a l'ELISA indirect, celui qu'on vient de voir, qui cherche les anticorps. Ensuite, on a l'ELISA direct, c'est le plus simple, il cherche directement l'antigène. Il y a aussi le fameux ELISA sandwich qui est très spécifique parce qu'il utilise 2 anticorps pour littéralement prendre l'antigène en tenaille. Et pour finir, on a l'ELISA par compétition qui est un peu particulier, on va le voir, car il fonctionne à l'envers. Regardons de plus près 2 de ces méthodes. À gauche, l'ELISA direct. C'est le plus simple. Un seul anticorps marqué vient se coller directement sur l'antigène. C'est rapide, c'est efficace. À droite, l'ELISA sandwich. Là, c'est un peu plus complexe. Un premier anticorps est fixé sur la plaque pour capturer l'antigène et un deuxième anticorps, marqué lui aussi, vient se fixer par-dessus. L'antigène se retrouve vraiment pris en sandwich. C'est une astuce qui rend ce test ultra spécifique et très très fiable. Passons à l'ELISA par compétition. Alors lui, il est un peu contre-intuitif au premier abord, mais c'est très malin. Imaginez un jeu de chaises musicales. Les anticorps qui sont fixés au fond de la plaque, ce sont nos chaises. Et pour les joueurs, on met en même temps l'échantillon du patient, qui contient peut-être l'antigène qu'on cherche, et une quantité connue d'antigène marqué. Du coup, tout ce petit monde entre en compétition pour s'asseoir sur le peu de chaises disponibles. Et la conséquence de cette compétition est logique. S'il y a beaucoup d'antigènes dans l'échantillon du patient, ils vont occuper la plupart des places. L'antigène marqué, lui, n'aura presque plus de place pour se fixer.
Résultat, le signal coloré sera très faible. À l'inverse, si l'échantillon ne contient pas d'antigène, eh bien c'est l'antigène marqué qui prend toutes les places et là on obtient une couleur maximale. Le truc à retenir, c'est cette relation inverse. Plus il y a d'antigène du patient, moins le signal est intense. Bon, tout ça c'est la théorie, c'est bien beau. Mais concrètement, dans le monde réel, à quoi servent ces techniques? Eh bien leurs applications sont immenses et très souvent elles permettent de sauver des vies. Prenons la parasitologie par exemple. Là, l'ELISA est juste indispensable. Il va permettre de diagnostiquer des maladies où le parasite est planqué dans les tissus, comme la toxoplasmose. Il peut aussi détecter des infections au moment où les larves sont en pleine migration dans le corps, ou encore, à plus grande échelle, il sert à suivre la propagation d'une maladie dans toute une population pour les études épidémiologiques. Et là, on touche à un cas d'usage qui est absolument critique. Pour une femme enceinte, par exemple, savoir si une infection par la toxoplasmose est toute récente ou si elle est ancienne, c'est fondamental. Et l'ELISA, avec une petite astuce supplémentaire, peut nous donner cette information précieuse. Cette astuce, ça s'appelle la mesure de l'avidité. L'avidité, c'est tout simplement la force de la liaison entre l'anticorps et l'antigène. Il faut imaginer qu'au tout début d'une infection, les anticorps ont une prise un peu faible. Puis, avec le temps, le système immunitaire s'améliore, il affine sa réponse, et il produit des anticorps qui ont une prise beaucoup plus forte. Du coup, en labo, on peut utiliser une substance chimique pour essayer de les détacher. S'ils tiennent bon, ça veut dire que l'infection est ancienne. S'ils lâchent facilement, c'est que l'infection est récente. Malin, non ? Allez, on change de technique, on va maintenant parler d'une approche beaucoup plus ancienne, mais qui reste tout à fait pertinente. Une méthode où on n'analyse pas le sang dans un tube à essai, mais où on va interroger directement les cellules immunitaires du corps dans la peau elle-même. Faisons une comparaison directe. L'ELISA, on l'a vu, c'est in vitro, en laboratoire, sur un échantillon de sang, et ça mesure les anticorps qui circulent. La réaction intradermique, l'IDR, c'est in vivo, directement sur la personne. On l'injecte dans la peau, et ça mesure la mémoire des cellules immunitaires. Le principe de l'IDR est en fait assez simple. On injecte une toute petite quantité d'antigène juste sous la peau. Si le corps a déjà croisé cet antigène par le passé, alors ces cellules immunitaires qui ont gardé la mémoire de cette rencontre vont se réveiller. Elles vont se précipiter sur place et créer une petite inflammation locale, une sorte de petit bouton dur qu'on appelle une induration et qui apparaît en 24 à 72 heures. Alors attention, la lecture de ce test, c'est un point crucial. Ce qui compte, ce n'est pas la rougeur autour, ce qu'on appelle l'érythème. Non, ce qu'il faut mesurer, c'est la partie qui est dure et surélevée, l'induration. On la sent bien au toucher et on mesure précisément son diamètre. C'est cette mesure et uniquement elle qui va dire si le test est positif ou non. Le point vraiment important à comprendre avec l'IDR, c'est qu'une réaction positive nous dit juste qu'il y a eu une exposition par le passé. Mais ça ne nous dit absolument pas quand. C'était il y a 1 mois, 10 ans, impossible à dire. Donc pour le diagnostic d'une seule personne, sa valeur peut être limitée. Par contre, c'est un outil formidable pour les études épidémiologiques, pour savoir par exemple quel pourcentage d'une population a été en contact avec un certain microbe. Finalement, que ce soit avec l'élégance moléculaire de l'ELISA ou l'interrogation directe de la peau avec l'IDR, tous ces outils nous permettent de lire dans notre corps l'histoire des batailles menées par notre système immunitaire. Ils ont complètement révolutionné le diagnostic. Et alors que la technologie continue de progresser à une vitesse folle, on peut se poser la question, quelles autres menaces invisibles, qui sont encore cachées au plus profond de nous, serons-nous capables de démasquer demain ?